dans ce nouveau podcast sur le blog du Tips. Bonjour Fred. Salut Fab. Comme d'habitude, donc pour ceux qui nous rejoindraient, je rappelle que tu es ingénieur du son sur Grenoble, on t'appelle aussi Brain. Et donc on réalise une petite série de podcasts sur tout ce qui est technique du son, mixage, mastering, prise de son, etc. Et aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, le mixage, le mastering. Donc c'est un sujet évidemment énormément vaste. Comment toi t'abordes ces deux pans de la production, le mixage, le mastering? Est-ce que c'est pour toi vraiment des étapes complètement séparées? Alors peut-être suivant les styles de musique ça change aussi. Globalement, quelle est ton approche? Alors moi je pense que c'est assez vital d'avoir un petit peu une idée de... Le mastering, c'est ce qui va donner le produit final. Donc de toute façon, quand on mixe, soit pour le client qui va écouter, soit pour soi-même, pour se rendre compte un peu, une fois fini, comment va sonner son mix, c'est important un petit peu de lier les deux. Alors effectivement, moi, il y a des projets où je fusionne l'étape du mixage et du mastering, bien que ce soit un peu bizarre, parce que moi, je trouve que ça fait pas appel aux mêmes choses au niveau de l'écoute. Quand on est sur le mastering, on n'écoute pas la même chose que quand on est sur le mixage, bien entendu. Donc c'est un peu un jonglage de l'esprit qui est un peu bizarre et qui demande un petit peu de la rigueur, quoi. C'est-à-dire, faut pas confondre qu'est-ce qu'on cherche dans le mastering, qu'est-ce qu'on cherche dans le mixage. Quand on mélange un peu les deux, on a vite tendance on peut se perdre facilement. Mais je trouve par contre que c'est important quand on mixe alors le mastering ça peut être très très basique, hein. Le mastering qu'on va appliquer à un mixage, ça peut être juste un limiteur déjà. Juste un limiteur, ça veut dire grappiller un petit peu de niveau déjà sur son mix, et puis voir un peu comment son mix se comporte quand il se prend un mur, quoi. C'est-à-dire, parce que le limiteur pour moi c'est ça, hein, c'est un mur, hein, finalement, qui va retenir un peu les crêtes et qui va faire remonter le niveau moyen un petit peu, et puis qui va permettre d'avoir un son plus fort, entre guillemets. Donc c'est très important de l'entendre quand on mixe, parce qu'effectivement tu veux dire, des fois tu mets juste un limiteur pour avoir la sensation du rendu que ça va avoir, mais après tu le désactives, quoi. Exactement. Voilà, tout à fait. Oui, je vais pas le garder sur mastering, bien qu'aujourd'hui on se permet beaucoup plus de choses qu'avant, je trouve, par rapport mais bon, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, je pense que c'est important moi, je commence généralement toujours un mix sans processing de mastering dessus. Quand je commence à avoir un équilibre qui me commence à être intéressant, quand je commence à avoir des bonnes sensations, sans aller beaucoup plus loin, je vais faire un processing de mastering. D'accord. Donc le truc basique, c'est peut-être un petit peu de compression, un petit peu de limitation. Ce que j'utilise souvent, c'est... que dans ce cas-là, tu passes carrément, comme en mastering, ton son dans des périphériques externes déjà, ouais, ça arrive. Ouais. Déjà en mixage. Ouais. D'accord. Ouais. C'est très rare, moi, de toute façon, ça ne m'arrive plus jamais de mixer et de rien avoir sur le bus master, quoi. Que ce soit sur un mix avec une console ou un mix d'ordi, hein. Dans les deux cas, pour moi, le processus est le même, mais parce que tu as toujours une démarche d'aller chercher une couleur un peu. Parce que déjà, de toute façon, moi, la première raison que je vois ça, c'est effectivement que le musicien après qui va écouter ton mix, il va avoir besoin de quelque chose de comparable à d'autres choses, en fait. Donc si tu lui donnes un mix avec pas de niveau, avec une dynamique trop importante, etc., il va arriver dans sa voiture, ce sera pas bien, quoi. Il va mettre ça sur son téléphone, etc., ce sera pas bien, parce que ce sera pas dans le monde réel de tous les autres titres qu'il va écouter. En même temps, c'est pas l'objectif d'un mixage d'être diffusable sur un téléphone. Non, mais si. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Faut que le mix soit bien partout. Oui. Ouais. Donc je veux dire, normalement c'est en fin de mastering, quoi, que le produit. Ouais, mais aujourd'hui les gens écoutent ça sur. Moi je conseille toujours aux artistes d'écouter ça sur leur point d'écoute habituel. Ça veut dire sur leur casque d'iPhone, sur leur laptop, sur leur petite enceinte chez eux qu'ils ont pour écouter de la musique, etc. Je trouve voilà. Et pour comparer, effectivement, faut avoir un pseudo mastering tout de suite, quoi. D'accord. Et moi je trouve que ça donne vraiment des bons repères sur
là où il y a des nœuds en fait dans ton mixage, un peu des nœuds fréquentiels, c'est-à-dire que s'il y a trop de graves par exemple, on va voir que le limiteur va très mal se comporter parce qu'il va tout de suite trop écraser, puis on va avoir il va fermer le mix encore plus, il va faire un truc voilà. Donc ça permet de se dire ah ouais en fait non, là je comprends, j'ai trop de basse à cet endroit-là, etc. Donc c'est vrai que ça donne Tu mets de la compression aussi Ouais, aussi subtile qu'elle peut être, il faut retenir un petit peu, quoi. Et alors, je trouve qu'en plus, moi, c'est vrai que chronologiquement, je mixe sans... À un moment donné, dans mon mix, je commence à mettre des choses sur le bus master, sur le bus de mixage, et ensuite, je continue mon mix, et... je trouve que c'est assez intéressant parce qu'une fois qu'il y a ces éléments sur le bus, ce qu'on va faire, forcément, ça va être influencé par ces éléments qu'on aura rajoutés. Ça veut dire, et ça va donner des indications hyper précieuses sur les niveaux. Par exemple, je sais pas, un gros caisse claire, par exemple, qui va peut-être paraître sur un mix trop fort. Mais une fois masterisé, en fait, on va se dire, mais en fait, tous les autres éléments sont un peu revenus. Et en fait, c'est ma grosse caisse et ma caisse claire qui me paraissaient un peu fortes sur mon mix, finalement, sont au bon endroit. Parce qu'elles se sont fait rattraper par la compression a fait que tout l'arrière-plan revient, les voix ressortent un peu mieux, on a gagné en clarté, etc. Et finalement, les éléments qui paraissaient un peu forts se mettent à leur place. Ça veut dire que ça change ta manière de mixer aussi. Ouais. Tu as cette grosse caisse et cette caisse claire, tu l'as peut-être moins les compressées dans ta section Exactement, ouais, complètement. Moi, ça me donne vraiment des billes pour reprendre mon mixage et pour le poursuivre, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, le mixage, moi, je pense qu'il faut pas commencer un mixage avec ces éléments-là, parce que pour la bonne et simple raison que les processing de mastering qu'on va mettre, si on les met trop tôt, on pourra pas les régler comme il faut, parce que le mix sera encore trop, on n'aura aucun point de repère, quoi. Mais effectivement, moi, j'utilise ça systématiquement, ouais, donc tu n'as plus un seul projet où tu finis le mixage sans qu'il y ait quelque chose sur le master. Ouais, non. Complètement. Et après, généralement, quand j'ai fini le mixage, proprement dit, je vais me repencher uniquement sur ce processing de mastering que j'avais fait. Alors, soit je vais aller plus loin, soit il va être déjà très bien et je vais juste le peaufiner, en fait. Mais certaines fois, en fait, le master que j'ai intégré à mon mix est quasiment fini. Et pour la petite histoire, un des premiers en France à avoir fait ce truc-là, et ça m'avait beaucoup intrigué, c'est Dominique Blanc-Francard, qui est un ingé son très connu, un Parisien, qui a un CV pas possible et qui a fait des très très belles choses au niveau du son. Sur de la chanson française principalement, mais sur des tas de choses. Et c'est un des premiers en France où j'ai lu des interviews, des choses, etc., où je voyais qu'il travaillait de cette manière-là, quoi. Il fusionnait vraiment l'étape de mastering, mixage. Alors moi, il y a une période, je trouvais ça un peu vraiment bizarre. Je me disais, mais comment il fait, etc. Parce qu'avant, tu ne faisais pas ça du tout, quoi. Non. J'ai pas fait ça. Non, je faisais pas ça du tout, ouais. Mais avec la manière de travailler aujourd'hui, c'est que c'est plus facile. On peut plus facilement retoucher un mix qu'avant, etc. Parce qu'on peut, les mémoires le permettent, etc. Donc, et donc c'est lui qui t'a... à l'époque, c'est lui où je me suis dit, tiens, il fait ça, pourquoi il fait ça, c'est curieux. Comment il s'en sort, qu'est-ce qu'il utilise. Et puis j'avais eu la chance de travailler avec lui une fois, d'assister à il avait mixé des choses que j'avais enregistrées ici. Et du coup, j'ai bien compris, en fait, comment il utilisait ce truc-là. Et effectivement, c'est pour toutes les raisons que je viens de citer, quoi. Et puis c'est vrai qu'effectivement, la boîte de prod qui commande un mixage à Blanc-Francard, quand ils écoutent, ils sont contents. Parce qu'en fait, ils ont un truc qui est quasi définitif à 95%. C'est plus facile à écouter, en fait. Voilà. Du coup, quand tu as des clients qui te demandent juste un mixage, ça arrive quasiment jamais, j'imagine. Tu fais les deux, quoi. Moi, je dis toujours, quand on me demande que du mixage, effectivement, je vais toujours donner ma version finie et le mixage sans mon processing de mastering. D'accord. Et ça sera à la gestion future de mastering de faire aussi bien que moi ce que j'avais fait et mieux. Et tu donnes les deux fichiers, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais donner pour écoute la version pré-masterisée et je vais donner le mixage brut où j'enlève tous les trucs, quoi. Où je vais garder, s'il y a vraiment un EQ qui fait partie intégrante du mixage, par exemple, sur la couleur et tout, je vais le laisser, quoi. Mais je vais éviter de casser la dynamique, je vais enlever tout ce qui empêche un peu le mix de vivre, quoi.
Et par exemple, tu envoies des stems aussi ou c'est un fichier stéréo Moi, je travaille pas avec des stems. Non. J'aime pas. C'est un truc qui me dérange en fait. Je trouve que c'est un truc qui est arrivé. C'est assez récent comme principe et ça me dérange fondamentalement parce que je trouve qu'en son aujourd'hui, on repousse énormément les décisions. Ouais. C'est-à-dire comme on peut tout enregistrer facilement, donc on va mettre 5 micros sur l'ampli guitare, 25 micros sur une batterie, machin, bon, au lieu de faire des choix un peu systématiques, on garde tout, quoi. Moi, je me retrouve des fois à des mix où en fait, ma première journée de mix, c'est déjà choisir qu'est-ce que je vais utiliser, parce que j'ai toutes les options possibles, et j'en ai trop en fait. C'est-à-dire on passe plus de temps à vraiment, voilà, moi je préfère avoir des choix. Si c'est pas les bons, c'est comme ça, mais les gens choisissent ce qui sur le moment leur paraissait le plus judicieux, c'est beaucoup mieux. Donc les stems, je trouve que c'est un peu voilà, on n'est pas sûr de son mixage, donc on laisse à l'ingé son de mastering le choix encore de revenir là-dessus. Non, moi je trouve que les 3 étapes, l'enregistrement, le mixage, le mastering sont 3 étapes qui doivent perdurer, quoi. Et je pense qu'elles ont du sens en fait. Et quand on commence un peu à mélanger les étapes, c'est intéressant, mais pas au niveau des stems, quoi. Pas au niveau des stems. Ok, donc mixage, mastering, c'est quand même des étapes bien séparées, mais qu'on peut aborder ensemble, ouais. Ouais, paradoxalement, mais ça peut, ouais. Écoute Fred, merci pour ce petit épisode. Pas de problème, avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut.